Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire numéro 4, spécial rentrée 2020. Nous avons essayé, avec mes collègues de l'inspection académique, inspection pédagogique régionale, d'organiser ce webinaire pour aider les collègues justement à prendre en charge leurs élèves dans un contexte sanitaire que je ne vous préciserai pas puisque vous le connaissez aussi bien que moi. En tout cas, il était hors de question que nous fassions une rentrée comme les autres. Et nous avons essayé de travailler ensemble avec un groupe ressources donc, de l'académie sur la possibilité de faire un diagnostic de l'état de santé de nos élèves. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons réfléchi également aux facteurs qui permettraient une remobilisation scolaire donc, de nos élèves dans ce contexte très particulier. Alors, j'aimerais vous présenter les personnes qui vont être aujourd'hui présentateurs de cette thématique. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui André Canvel, inspecteur général de l'éducation, de sport et de la recherche du groupe EPS, et le docteur Catherine Guéguin, qui est pédiatre, spécialiste en neurosciences affectives, auteur de nombreux ouvrages qui nous invitent à repenser l'éducation à la lumière des neurosciences affectives. Je ne citerai qu'un de ces ouvrages qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est « Heureux d'apprendre à l'école ». Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre des collègues de collège et de lycée qui nous exposeront justement leurs propositions. Alors, l'ensemble des propositions vont tourner autour de 6 points de vigilance. Les points de vigilance donc, que je vous mets à l'écran tout de suite. 6 points de vigilance. Le premier concerne donc le diagnostic de la condition physique de nos élèves. Le deuxième, l'état moral et psychologique. Le troisième point de vigilance sur le renforcement de la socialisation et la solidarité. Le quatrième point, adapter les parcours de formation disciplinaire. Cinquième, prévoir des modalités d'enseignement hybride. Et le sixième, enfin, adapter les formes scolaires de pratique aux préconisations. Alors, je voudrais vous présenter quand même les collègues qui vont intervenir également dans ce webinaire. Nous aurons Joël Andréani et Vincent Rusquet qui interviendront donc ensemble. Ils sont tous les deux du collège Colonel Beltrame à Vulaines-sur-Seine. Nous aurons également Michael Fleury qui interviendra du collège Joliot-Curie de Fontenay-sous-Bois. Aurélie Fenrich ne pourra pas être parmi nous, mais elle travaille en lycée à Meaux, à Pierre de Coubertin, et est à l'origine également de cette réflexion avec Michael. Voilà. Je ne veux pas être plus long. Je voudrais tout de suite donner la parole à André Canvel qui va nous traiter du point de vigilance numéro 3. C'est un peu dans le désordre, mais c'est voulu. Vous comprendrez pourquoi sans doute. Donc, le point de vigilance numéro 3 qui est dédié au renforcement de la socialisation et de la solidarité. André, si tu nous entends, tu as la main. Bien, chers collègues, merci. Merci Patrick, merci évidemment Johan et tous les collègues IAIPR en charge un petit peu de cette organisation. Je ne sais pas si ma caméra est bien placée, là, je vais essayer de la placer un peu mieux. Je ne suis pas un grand spécialiste de ces interventions à distance. Lance ta caméra, André. Lance ta caméra. Ah, je pensais qu'elle était lancée. Là, c'est bon. Ça y est, c'est parti. Oui, parfait. Merci André. Bien. Donc, chers collègues, merci d'être présents pour cette rentrée un peu spéciale. Alors, en réfléchissant à mon intervention, je parlais d'une rentrée paradoxale, parce que c'est la première fois que la norme rejoint la normale. Et ça va nécessairement impacter nos pratiques, nos représentations sur une durée qui risque d'être assez longue. Je voudrais simplement replacer ça dans le contexte de la pandémie, même si Patrick, à juste titre, a dit que nous la connaissions tous. Mais je voudrais simplement rappeler quand même deux conséquences essentielles qui ont peut-être nous ont un peu échappé, mais qui nous intéressent au plus haut point, en tout cas pour ce qui concerne l'école.
Et c'est dans le dernier ouvrage de Vigarello qui est sorti récemment sur la question de la fatigue, une histoire de la fatigue, que Vigarello dit que finalement ce Covid a entraîné deux phénomènes autour de la question de l'incertitude. Une incertitude sur l'avenir, parce que nous ne savons pas quand ce phénomène s'arrêtera. Nous savons quand est-ce qu'il a débuté et encore, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il s'arrêtera. Donc il nous met en état d'incertitude sur l'avenir. Et la deuxième incertitude, c'est celle des espaces. Et c'est cette incertitude-là qui m'a aussi intéressé, parce que finalement, ce que nous dit Vigarello, eh bien, c'est qu'on ne sait pas trop où se situer et où se placer, où se déplacer compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Est-ce qu'on porte le masque, qu'on ne porte pas le masque? Les espaces sont aujourd'hui réorientés en fonction d'un certain nombre de contraintes sanitaires. Et ça nous intéresse directement, bien entendu, en tant que professeur d'éducation physique. Alors ça a deux conséquences, c'est peut-être là que je mettrai un petit peu en exergue le propos sur la sociabilité et sur la solidarité. La première des conséquences, c'est que ces incertitudes viennent impacter de nouvelles formes de sociabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des sociabilités émergentes, et j'essaierai d'en dégager trois rapidement, et vous verrez qu'elles rejoignent et elles recoupent évidemment les interventions de mes coreligionnaires qui passeront juste après moi. Et la deuxième conséquence, c'est que nous avons un enjeu de taille devant nous qui est tout simplement de réifier ou de renforcer le principe de solidarité. Donc vous voyez, d'un côté une cause, de l'autre côté des effets. Alors les trois, je dirais, les trois formes de sociabilité qui ont évolué avec le Covid et qui nous concernent directement, concernent dans un premier temps le retour du corps et de l'attention portée au corps. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais pendant toute la période de confinement, on n'a jamais vu autant sur les réseaux sociaux de réflexions autour du corps et du soin du corps. Les gens étant enfermés ont tout d'un coup subitement découvert qu'ils avaient un corps et que pour qu'ils puissent s'exprimer, il lui fallait un petit peu d'espace et donc ils ont revendiqué le droit de sortir pour à un moment donné pratiquer une activité physique et non pas un sport, et je reviendrai là-dessus si vous voulez bien quand on s'interrogera mutuellement. Donc le soin du corps est une des premières transformations de sociabilité. Le corps était oublié ou en tout cas il était remisé à d'autres moments et là il est revenu au cœur des préoccupations. La deuxième préoccupation, ou la deuxième forme de sociabilité transformée, c'est que les espaces ont été transformés. Vous voyez bien, vous le vivez au quotidien, le protocole sanitaire est passé par là. Vos espaces dédiés, que c'était les installations sportives, vous sont parfois interdites, souvent confinées à des organisations et à des utilisations relativement restrictives. Et tout d'un coup, les professeurs d'éducation physique se rendent compte qu'ils avaient biberonné pendant des années, finalement, à une organisation des pratiques physiques centrée sur une normativité extérieure qui est celle des espaces dédiés, à savoir les gymnases, les stades, les piscines. Et donc, par conséquent, nécessairement, ça entraîne de nouvelles formes de groupement social, de nouvelles formes de groupement scolaire, de nouvelles formes de ritualité et, par conséquent, de nouvelles formes de sociabilité scolaire. La troisième impact, ou la troisième conséquence sur les sociabilités, ce sont des responsabilités qui se sont trouvées partagées. C'est vrai que jusqu'à présent, l'éducation physique était assez confinée, on était entre nous, hein, on travaillait bien entendu avec beaucoup de qualité sur la motricité des élèves, mais finalement on partageait peu. Or, le confinement et l'accompagnement pédagogique, et je sais combien l'Académie de Créteil a été très présente sur cette question, finalement nous a amené à montrer ce que l'on faisait avec les élèves et à démontrer l'importance que l'éducation physique pouvait avoir, et bien au-delà de la classe et de l'établissement, mais pour aller jusqu'aux familles. On sait aujourd'hui que bien des parents se sont nourris des ressources qui ont été déposées sur les sites académiques pour tout simplement retrouver le plaisir de pratiquer une activité physique avec leurs enfants. Donc voilà, ces trois formes de sociabilité qui ont évolué depuis maintenant quelques mois vont avoir un impact sur ce que j'appelle maintenant le principe de solidarité. Alors, ce n'est pas moi qui le définis, hein, je vais vous donner une définition très succincte. Grosso modo, on considère que le principe de solidarité, c'est un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes. Et je vais reprendre ces trois notions, la notion de sentiment, celle de responsabilité et celle de groupe. Premier impact, eh bien, c'est tout simplement que le sentiment n'est plus suffisant pour véritablement transformer nos solidarités. Il y a véritablement une attention qui est portée au corps, et cette attention portée au corps se traduit par un besoin et une demande d'activité physique auquel il nous faut absolument répondre. Et ça va engager nécessairement de nouvelles formes de solidarité. Je pense bien entendu à ce dispositif 2S2C, mais à d'autres dispositifs qui seront à réinventer pour vraiment s'intéresser à la pratique physique et au développement de la pratique physique.
Le deuxième aspect porte sur la responsabilité, comme je vous le disais. C'est une responsabilité qui est cette fois-ci n'est plus uniquement conventionnelle. Nous avions tous pris l'habitude de travailler sur des programmes, sur des programmations, sur des choses qui nous permettaient de nous prolonger sur l'avenir, en tout cas d'avoir main sur l'avenir. Et bien là, il va nous falloir effectivement réinventer. Il va falloir faire preuve d'initiative, faire preuve d'innovation pour trouver de nouvelles formes de pratiques qui puissent permettre tout simplement de permettre aux enfants de pratiquer une activité physique régulière dans le cadre scolaire. Et puis le troisième élément, c'est la transformation des solidarités de groupe, puisque le groupe n'est plus celui de la classe, il n'est plus celui de l'établissement, mais il est celui de l'établissement dans une cité, dans un contexte de communauté sociale, où cette fois-ci, il faudra que l'éducation physique soit aussi en capacité de porter des ressources au-delà de l'école. Et j'ai envie de dire qu'on est dans une forme, on va dire, de classe inversée ou d'aide aux devoirs inversés, puisqu'il s'agira cette fois-ci de porter ces ressources en direction des différentes des familles, des parents et évidemment des enfants en dehors du temps de scolarité. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de façon très globale et très succincte. Vous m'excuserez un peu le propos elliptique, mais la thématique n'était quand même pas très aisée, et surtout en introduction. Alors je voudrais juste terminer sur une petite pensée, si vous me le permettez, et qui reprend un peu de focale. Je pense qu'il ne s'agit pas de s'adapter par injonction ou par impératif venant d'en haut, mais bien de s'adapter par conviction, pour reprendre pied dans un nouveau quotidien dont on ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrêtera, et retrouver le sens de la maîtrise des possibles. Et je terminerai juste par cette très belle phrase de John Dewey, qui disait que l'intelligence n'est pas individuelle, elle est expérimentale, elle est coopérative et socialement organisée. Voilà, écoutez, bonne rentrée à toutes et à tous, et j'espère pouvoir répondre aux questions qui ne manqueront pas de se poser. Merci. Merci André pour cette intervention. Alors, je vous signale donc, comme vous l'avez vu dans le bandeau, je vous signale que dès à présent, vous pouvez commencer à poser vos questions par chat à l'ensemble des intervenants. Perrine Grand-Clément est en train de recueillir justement ces questions et dans la deuxième partie du webinaire, s'adressera directement aux intervenants pour essayer d'organiser donc ce temps d'échange. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Catherine Guéguin qui va nous traiter du point de vigilance concernant le diagnostic de l'état de santé moral et psychologique de nos élèves. Je vous rappelle que ce point est signalé dans le protocole ministériel dédié exclusivement à l'EPS. Il est dit qu'effectivement ce temps de diagnostic devra être fait et réalisé dans les classes. Donc, Catherine, je te laisse la parole. C'est à toi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, Catherine. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, c'est bon. D'accord. Bon, un grand bonjour à tous et merci à l'Académie de Créteil et à Patrick Dumont de m'avoir invité. Alors, comment diagnostiquer l'état moral et psychologique de vos ados? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a un nombre important d'adolescents qui subissent les conséquences de la pandémie. Et pourquoi? Parce que aussi bien les enfants que les adolescents ont un cerveau beaucoup plus fragile au stress que nous, les adultes. Et là, monsieur l'inspecteur l'a rappelé tout à l'heure, cet état d'insécurité, d'incertitude ambiante est un état de stress, évidemment. Donc, ce stress agit sur tous les enfants et tous les ados. Par contre, si ces ados vivent dans des familles avec des conditions familiales difficiles, de la pauvreté, du chômage, des logements très étroits, un isolement social aussi, s'il y a eu des violences intrafamiliales ou encore des violences vis-à-vis des enfants ou des adolescents, quand il y a eu un décès dû au Covid, quand ces enfants ou ces ados avaient précédemment des handicaps ou des difficultés de comportement, quand ils ont passé des heures entières devant les écrans au lieu de travailler, tout ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup d'enfants et d'ados qui ont des problèmes psychologiques actuellement.
Et les consultations de psychologues pour enfants, pour ados, de pédopsychiatres, à l'heure actuelle, sont pleines, malheureusement. Alors, ce stress va agir sur le cerveau, sur toutes les structures cérébrales, et peut donner des vrais troubles du comportement. Alors, quels sont les troubles du comportement les plus fréquents? Eh bien, c'est d'abord de l'anxiété ou des sentiments dépressifs, de la dépression, ou de l'agressivité. Alors, l'anxiété, comment elle se manifeste? C'est toujours en premier chez les ados qui n'ont pas eu l'habitude de parler de leurs émotions, eh bien, par le corps. Eh bien, ils vont se plaindre d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au ventre, d'avoir des nausées. Donc, très, très important, toutes ces plaintes de leur corps, très souvent, ça veut dire qu'il y a des problèmes psychologiques derrière. Ça peut être au contraire de l'agitation, de l'opposition, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout faire ce qu'on leur demande. Et puis, dans ce cas-là, l'anxiété, ça peut être justement, ils sont en retrait, ils ont peur de tout, et il peut y avoir des vrais états de panique. Et les vrais états de panique, comment ça se manifeste? Eh bien, ils ont des palpitations, ils se plaignent, tout d'un coup, ils ont des palpitations, des sueurs, ils respirent trop vite, des vertiges, ils ont l'impression qu'ils vont tomber dans les pommes. Tout ça, c'est des états de panique. Ils peuvent avoir des états extrêmement importants de peur de mourir du Covid, de peur de toucher quoi que ce soit, c'est-à-dire des véritables phobies. Ils ne veulent plus rien toucher et ils veulent s'écarter les uns les autres le plus possible. Et donc la peur aussi de la mort. Donc ça, ce sont des choses à vraiment essayer de diagnostiquer. Donc vous voyez toujours d'abord le corps qui parle. Ensuite, les sentiments dépressifs, eh bien, ce sont des plaintes d'abord physiques, avec en plus un sentiment de fatigue, avec des douleurs musculaires. Pour les enseignants d'EPS, c'est très, très important. Les douleurs musculaires font partie souvent des symptômes dépressifs. Et puis, plus d'abus d'alcool et de drogue, parce que vous savez que ce sont des anxiolytiques, et donc les gens anxieux ou déprimés vont dans ce cas-là abuser plus d'alcool ou de drogue. Donc, toujours la plainte physique d'abord, et puis les symptômes dépressifs, ça va être des enfants, des ados qui sont tristes, qui sont repliés, qui ne veulent plus aller avec les autres, qui n'ont plus d'énergie, ils disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne sont plus intéressés par les activités habituelles, qu'ils s'ennuient, ils perdent l'appétit, ils perdent le sommeil. Donc, tous ces symptômes-là sont extrêmement, extrêmement importants. Ensuite, l'agressivité. Je pense que vous connaissez bien l'agressivité, mais c'est un trouble du comportement qui est aussi dû au stress. Et donc, ces ados vont manifester leur agressivité aussi bien par des paroles que par des actes. Alors, les paroles, c'est les insultes, les menaces, et les actes, ça veut dire qu'ils vont bousculer, frapper, ils vont vouloir exclure un tel ou un tel, ils vont voler, ils peuvent déclencher des incendies. Enfin, vous voyez, tout ça, ce sont des manifestations d'agressivité. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Que le stress diminue l'immunité. Donc, il va falloir combattre le stress. Et je pense que vous devez savoir combattre le stress. Un des principaux facteurs, évidemment, l'activité physique combat le stress, bien entendu. Mais pour moi, l'école peut être un endroit où, justement, on peut résilier. Et on résilie d'autant plus que l'enseignant va comprendre les émotions de ses élèves. D'abord, il faut que les enseignants comprennent leurs propres émotions. C'est-à-dire que tout le monde, à l'heure actuelle, vit des émotions très, très fortes. Donc moi, j'incite beaucoup les enseignants à parler entre eux de leurs émotions et de leurs pensées et de se dire, mais quels sont mes besoins profonds que je voudrais satisfaire pour que je sois moins stressée, moins paniquée par ce qui se passe. Moi, je vous recommande d'avoir beaucoup de solidarité entre vous, d'avoir des cercles de parole entre vous. Et plus vous serez rassuré, sécurisé, apaisé, plus vous pourrez sécuriser et rassurer donc vos élèves. Les adultes
sont les principaux facteurs de régulation émotionnelle des enfants et des ados. Donc pour eux, il est extrêmement, extrêmement important d'avoir un adulte qui se sente calme et tranquille malgré l'ambiance insécurisante. Donc évidemment qu'on fait ce qu'on peut, mais il faut savoir que plus vous allez pouvoir parler et faire parler à vos élèves de leurs émotions, plus eux seront apaisés. Parler de ces émotions, c'est-à-dire être empathique. Et l'empathie, c'est le travail sur le développement des émotions. Et plus vous serez empathique avec vos élèves, mieux vous vous sentirez vous, et plus vos élèves se sentiront bien, sauront être bien avec leurs camarades et pourront progresser dans leurs apprentissages. Donc, une des connaissances les plus importantes que nous donnent les neurosciences affectives, c'est que l'empathie va être extrêmement bénéfique pour le développement du cerveau de l'enfant. Donc, plus vous serez empathique avec vos élèves, c'est-à-dire sentir leurs émotions, les aider à exprimer leurs émotions, savoir les réguler aussi, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière leurs émotions, quels besoins ils auraient, et bien plus ils vont savoir avoir des relations satisfaisantes avec les autres. Donc moi, je vous encourage à développer votre empathie. Et développer son empathie, c'est pouvoir parler de ses propres émotions sans aucune culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'on dit à l'heure actuelle dans le monde entier? Que plus on développe ses compétences sociales et émotionnelles, et bien plus les enseignants se sentent bien, se sentent compétents et n'ont plus de burn-out. Et ils arrivent à transmettre ça à leurs élèves. Et les élèves, dans ce cas-là, se développent au maximum de leurs possibilités, même s'ils viennent de conditions et de milieux très, très défavorisés. Donc vous voyez, on a des pistes très, très importantes à l'heure actuelle, que même si on a un public qui vient de milieux extrêmement défavorisés, eh bien, si on développe leurs propres compétences émotionnelles et sociales, eh bien, ils progressent sur tous les plans, personnels, social et même intellectuel. Donc, vous voyez, il n'y a aucune fatalité. Nos élèves venant de populations très défavorisées peuvent également progresser. Donc, peut-être que je vais laisser maintenant la parole. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Écoute, je te remercie, Catherine. Je vois lister un certain nombre de questions qu'on aura l'occasion de te poser tout à l'heure. Je te remercie de rester parmi nous en attendant. Et puis, je vais donc passer la parole à Michael. Je vais t'inviter simplement à déconnecter ta caméra et ton micro. Et je te dis à tout de suite, Catherine. Merci bien. Michael, c'est à toi. Oui, merci Patrick. Bonjour à tous. Alors la présentation qui va suivre est fruit d'une réflexion commune entreprise avec Aurélie Fenrich, qui ne pourra pas être avec nous cet après-midi. Parmi les 6 points de vigilance de la fiche conseil académique, nous sommes penchés sur celui du diagnostic de la condition physique. Alors j'aimerais juste arriver à dérouler mon diaporama. Donc, en cette rentrée de septembre, en tentant de répondre à des questions comme pourquoi effectuer un diagnostic physique, tout d'abord, comment le mettre en œuvre et dans quelle perspective. Je n'arrive pas à voir la main sur mon diaporama, Johan, si tu peux m'aider. Alors, normalement, quand tu es présentateur… Ah, ou alors, ça y est, j'ai bon. Il y a peut-être un petit temps de latence, c'est possible. Ouais, mais je vais faire avec les touches. Merci. On s'est penché donc sur ce premier point et on a dégagé deux enjeux principaux. Le premier, c'est celui de la remobilisation progressive et sécuritaire de nos élèves dans la programmation des APSA. La pratique physique des élèves durant ces 6 derniers mois était très différente selon les individus et l'hétérogénéité des ressources physiques et physiologiques est aujourd'hui certainement plus importante qu'à l'habitude. Alors, diagnostiquer la condition physique, c'est permettre, selon nous, de mieux gérer une reprise du travail à des rythmes différents et en préservant l'intégrité physique de chacun.
Le second enjeu que nous avons soulevé, c'est celui de l'accompagnement des élèves dont la condition physique peut être très faible, voire même momentanément incompatible avec les exigences des compétences à construire. On pense ici aux élèves dont le PS est la seule activité physique hebdomadaire et qui par conséquent n'ont pas ou peu eu d'activité physique au cours des derniers mois. Et ça a même pu se doubler d'une sédentarité accrue avec les périodes de confinement et les grandes vacances qui se sont déroulées pendant ces 6 derniers mois. Alors ces élèves peuvent-ils se confronter directement à la réalisation d'un enchaînement génique ou d'une course de haies sans accompagnement spécifique? C'est la question que nous posons. Et puis au-delà de ces deux enjeux immédiats, il nous est apparu ensuite que le diagnostic de la condition physique peut aussi constituer un moyen de préparer à un possible retour à une pratique de l'EPS en distanciel. Nous avons donc dû articuler ce point de vigilance numéro 1 au point de vigilance numéro 5 dans un souci de continuité pédagogique, puisque c'est un enjeu prioritaire de cette rentrée 2020. On va maintenant aborder la question de la mise en œuvre du diagnostic. Ce qui nous a mobilisés ici, c'est de dresser un panel de différentes modalités possibles et différents types d'outils utilisables afin d'offrir des pistes de réflexion et de conception répondant à différents contextes d'enseignement. Il appartient à chaque équipe pédagogique de répondre de façon adaptée à des besoins qui sont spécifiques au public accueilli. Alors, parmi les modalités de mise en œuvre, on en a dégagé 3 principales. Alors, la première, c'est la possibilité d'intégrer le diagnostic développement de la condition physique au sein des séquences d'enseignement normalement programmées. Dans ce cas-là, une partie des leçons est réservée à cet objectif. L'avantage principal de cet aménagement, c'est d'engager rapidement les élèves dans les apprentissages de la programmation. Il est aussi envisageable de programmer ce que nous appellerons une période tampon de 2 ou 3 semaines ou de X leçons en début d'année, spécifiquement dédiée au travail de la condition physique. Alors cette option peut paraître plus appropriée certainement à un public dont le taux de pratique physique reste faible ou à un établissement voulant développer une culture forte des ASDEP, des activités scolaires de développement et d'entretien physique. Sur la troisième piste, on peut penser à une possibilité, c'est celle d'adapter momentanément la programmation des APSA aux conditions particulières de cette rentrée. Alors, par exemple, une séquence de lutte, désolé Vincent, rendue impossible par le protocole sanitaire en vigueur, pourrait être remplacée par une séquence complète de circuit training. L'avantage, on le verra un petit peu plus tard, serait de faciliter une continuité du travail en cas de retour à un enseignement distanciel. Certaines activités du champ d'apprentissage numéro 5 étant parmi les plus faciles à mettre en œuvre à la maison. André Panvel parlait de différents espaces. Si on est contraint à celui de la maison, il me semble que c'est un point incontournable. Si l'on s'intéresse maintenant aux outils que l'on peut utiliser pour effectuer le diagnostic de la condition physique, on en a identifié plusieurs. En premier lieu, l'idée du questionnaire. Alors, même s'il s'agit de données déclaratives, ce type d'outil peut offrir l'occasion, avec beaucoup de rapidité et beaucoup de simplicité, de dresser un état des lieux global et de repérer au plus vite des élèves décrocheurs de l'activité physique, qui ont une activité physique nulle depuis très longtemps. On peut aussi s'appuyer sur les propositions qui ont été effectuées par le groupe ressources lors de la reprise post-confinement. Donc là, je pense au parcours de réathlétisation proposé par Aurélie Fenrich ou à la carte d'identité athlétique proposée par Eric Dauphas. Ces 2 dispositifs invitant les élèves à faire un bilan de leur état physique à travers une prise de repères objectifs et aussi des sensations éprouvées. Alors, on mettra aussi en avant la pratique des ASDEP, on en a déjà un petit peu parlé, qui peuvent être donc au cœur de ce travail de la condition physique, y compris en collège. Là, je vous renvoie à la fiche Circuit Training Collège produite par Vincent Rusquet et moi-même. Pour finir, Aurélie et moi proposons l'idée d'établir une fiche de diagnostic personnel. On considère alors que des données collectées sur soi, pendant son activité, pendant le cours de PS et sur les contenus travaillés pendant la leçon de PS, pourront servir de base à la poursuite d'un travail personnalisé en dehors de la leçon. Soit dans le cadre d'un accompagnement complémentaire, on reviendra sur cette notion un petit peu plus tard, soit à la reprise d'un enseignement distanciel. On va maintenant développer un petit peu plus précisément ce que peuvent être les perspectives offertes par le diagnostic de la condition physique. La première utilité, elle est immédiate, c'est celle de remobiliser chacun de nos élèves, chacun à son rythme, selon ses ressources du moment, dans les apprentissages. Alors, diagnostiquer, c'est donc pouvoir s'assurer des prérequis nécessaires à une activité physique de plus en plus intense, de plus en plus explosive, de plus en plus répétée. Diagnostiquer, ça peut être aussi se donner les moyens de repérer et accompagner les élèves en très faible condition physique.
est-ce qu'on ne pourrait pas proposer, sur la base du volontariat de ces élèves ciblés, une pratique physique supplémentaire, complémentaire, en atelier dans l'établissement ou via un programme d'entraînement personnalisé à effectuer à la maison? La question est posée. La dernière perspective que nous entrevoyons, et on l'a déjà évoqué un petit peu, c'est le lien qui peut être tissé donc, entre le diagnostic lui-même, le diagnostic initial, la période de travail de rentrée et la possible période d'enseignement en distanciel, que ce soit un distanciel total ou un distanciel partiel, donc une formule hybride d'enseignement. Alors, c'est ce qu'on va essayer de mettre en valeur à travers une illustration en collège. Alors, une illustration en collège où nous prendrons comme support la séquence d'enseignement de gymnastique inscrite à la programmation du projet EPS. En fin d'échauffement, on proposera une quinzaine de minutes de circuit training pour poursuivre l'activation cardiovasculaire et faire un travail de renforcement musculaire. Alors, l'idée de la fiche diagnostic individuelle qui accompagne les élèves, donc cette fiche recense le niveau d'exécution validé pour chaque exercice, comme sur le diaporama, là, ainsi que les consignes concernant le placement postural et le trajet moteur à effectuer. Alors, la première utilité de ce travail, bon, elle est évidente, c'est d'individualiser le développement des ressources physiques nécessaires à une pratique gymnique, alors, par le choix du niveau d'exécution adapté de chaque exercice. Ensuite, cette fiche, couplée aux observations de l'enseignant, peut permettre d'identifier les élèves en grande difficulté, ceux qui ont du mal à valider le niveau 1 des exercices proposés. Alors, on pourrait envisager de proposer à ces élèves un accompagnement supplémentaire, complémentaire, au cours de PS. Donc, à l'instar de nos élèves non nageurs, on pourrait envisager des dispositifs alternatifs. Un atelier au collège, des entraînements à reproduire à la maison, ou bien encore la participation à l'association sportive. Au-delà du diagnostic, cette même fiche peut ensuite servir de support à un suivi des progrès de la condition physique, alors à travers l'évolution de la difficulté des exercices, à travers le nombre de répétitions dans les séries, ou encore à travers les sensations éprouvées. On peut penser qu'un engagement régulier des élèves de cette rentrée-là jusqu'aux vacances de Toussaint peut suffire à vivre une expérience d'une réelle amélioration de la condition physique. Peut-être à envisager une activité physique plus régulière par la suite. Alors, pour terminer, il m'a semblé entendre une petite clochette qui donne signifier que mon temps imparti est écoulé, mais la fiche donc, de diagnostic personnel peut servir en cas de reprise d'un enseignement distanciel de support à un travail personnalisé. Là, les contenus progressivement intégrés en cours de PS et rappelés sur la fiche peuvent être le gage d'un réinvestissement possible à la maison et donc d'une réelle continuité pédagogique. Alors, c'est le pari qu'on peut prendre en cette rentrée. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, je reste à votre disposition en redonnant la parole à Patrick. Merci à vous. Merci, Michael, pour cette proposition très intéressante. On va maintenant terminer ces présentations par le duo Vincent Rusquet et Joël Andréani, voilà, que je vois à l'écran. Vous êtes prêts, Vincent, Joël ? Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Nous sommes prêts, nous allons partager le diaporama. C'est à vous. Merci. Alors, est-ce que si le diaporama apparaît à l'écran, nous allons commencer. Donc, nous poursuivons ce webinaire avec les points de vigilance 4 et 6, où il est question d'adapter le parcours de formation disciplinaire et les formes scolaires de pratique aux conditions sanitaires. Deux points de vigilance qui nous paraissent indissociables l'un et l'autre. Bien évidemment, nous mesurons que cette intervention se fait en toute lucidité sur le peu de retour que nous avons par rapport à cette reprise post-confinement. Et elle n'engage que nous, ce n'est qu'une interprétation personnelle des recommandations sanitaires. Alors, on n'a pas déroulé du diapo. Voilà, ça y est. Excusez-nous, on va revenir à zéro. Voilà. Donc, le premier point de vigilance, l'adaptation du parcours de formation disciplinaire. Donc, pourquoi se poser la question de la nécessité de cette adaptation du parcours de formation disciplinaire aux conditions sanitaires? Eh bien, il nous semble que c'est un enjeu fort de cette rentrée. En effet, des conditions sanitaires que nous avons éprouvées avec nos élèves depuis la sortie du confinement, qui impactent directement nos pratiques professionnelles à travers la temporalité des apprentissages, la dimension sociale de notre enseignement et l'organisation spatiale de nos leçons. Donc, pourquoi se poser la question de l'adaptation de ce parcours de formation? Bien, force est de constater
et on en a parlé tout à l'heure, que la pluralité des contextes et des recommandations sanitaires, qu'elles soient académiques, départementales ou municipales, nous engage plus que jamais dans une nécessité d'adaptation à des contextes locaux. Le texte de l'inspection générale, qui s'organise en principes généraux, en recommandations et en points de vigilance, on peut y voir une forme peut-être de volonté de décentralisation de la gestion de cette crise au savoir-faire et au bon sens des équipes pédagogiques, puisqu'il n'y a pas une réponse univoque à toutes les questions que se posent les collègues, mais probablement autant de réponses que de contextes possibles. Ce qui nous amène à réinterroger, et très modestement, la définition de parcours. Pour de expérience traversée par les élèves lors d'un cheminement qui va conduire à la des programmes, le SOC, et d'autre part à des enjeux de territoire et de contexte socio-scolaire singuliers. Ce parcours s'inscrit dans une temporalité organisée en cycle de 3 années au collège et au lycée. Notre discours se construira autour des éléments majeurs qui le constituent pour nous. Donc d'abord les priorités éducatives, la programmation, les formes scolaires de pratique et les modalités d'évaluation et le suivi d'apprentissage. On propose donc un cadre de lecture des adaptations du parcours de formation. On va définir pour nous 4 degrés possibles d'adaptation du parcours de formation. On va aller du micro au macroscopique, de la forme vers le fond. Pour rappel, il s'avère désormais essentiel que les cours d'EPS reprennent dans l'emploi du temps des élèves, quel que soit le niveau de classe. On va, selon les degrés, plus on va avancer dans les degrés, aller plus de la forme vers le fond. Et on pourrait bien entendu voir en ordonnée la durée de la crise qui pourrait augmenter, donc aller interroger plus profondément le fond de ce que l'on propose. Alors, nous vous proposons, alors évidemment, ce sont des propositions que nous avons rattachées à ce qui nous semble être des contextes possibles rencontrés par la profession. Alors, un premier degré d'adaptation du projet de formation disciplinaire, du parcours de formation disciplinaire, renverrait à des contextes où les contraintes d'installation rendraient impossible tout changement de programmation. Et à ce moment-là, on se centrerait, comme l'a dit Vincent, sur davantage la question de la forme en adaptant les formes scolaires de pratique. Un deuxième degré possible, selon nous, auquel nous avons pensé pour adapter le parcours de formation, concernerait des contextes avec une marge de manœuvre plus importante sur les places des séquences dans la programmation et les lieux de pratique. Et à ce moment-là, la possibilité d'action serait de réorganiser temporellement les APSA dans la programmation de l'année. Un degré, on va dire, autre, un troisième degré, concernerait des contextes où la marge de manœuvre des équipes pédagogiques EPS serait plus importante, en particulier sur la nature des APSA par champ d'apprentissage dans la programmation. Et ceci nous amènerait comme possibilité d'action à ajuster la programmation des APSA et les exigences sur l'année et le cycle d'apprentissage. Et enfin, un quatrième degré qui, alors ce serait le degré, on va dire, qui nous amènerait à modifier plus en profondeur la structure du parcours de formation disciplinaire et auquel cas nous serions dans l'intention de repenser les intentions éducatives du projet d'EPS. Donc le premier degré d'adaptation, alors on ne va pas s'étendre dessus parce qu'il va servir de support à l'illustration du point de vigilance 6 puisqu'il concerne l'adaptation de la forme scolaire de pratique, mais simplement nous vous mettons dans le diaporama, vous pourrez y revenir par la suite, ce que disent les textes et les recommandations sanitaires et la lecture que nous pouvons en faire, en tout cas notre interprétation, celle que nous vous livrons. Le deuxième degré, lui, offre de réorganiser temporellement les APSA. Il est mentionné notamment dans les textes que la programmation peut être réadaptée, qu'il peut y avoir une adaptation du projet. Je vous laisse faire lecture de ce texte. Nous voyons 3 possibilités. Changer la chronologie des séquences dans l'année, changer la durée des séquences sur l'année, changer le lieu de pratique des séquences pour les rendre plus à l'extérieur. Évidemment, il faudra revoir les niveaux d'exigence attendus à la fin de ces séquences. Une illustration de cette réorganisation pour notre collège Arnaud Beltrame à Bullen. Premier changement qui est plutôt d'ordre chronologique des séquences pour commencer par des APSA qui sont plus à l'extérieur. Donc on passe de la danse qui était prévue en deuxième séquence au biathlon qui est plus à l'extérieur. Un deuxième changement qui est le changement de lieu de séquence pour réaliser l'APSA. On prévoyait normalement dans notre parcours de formation faire l'ultimètre à l'intérieur, on le fait à l'extérieur parce qu'on a les possibilités de le faire. Et voilà. Alors,
un degré, on va dire, si on s'intéresse à l'adaptation du parcours de formation disciplinaire avec une granularité un peu plus précise, un degré autre serait d'avoir une marge de manœuvre plus importante sur la nature des APSA par champ d'apprentissage dans la programmation, ce qui nous permettrait d'ajuster cette programmation et pas uniquement de déplacer les séquences dans l'année. Et pour cela, nous aurions 3 possibilités d'agir. En changeant l'APSA dans un même champ d'apprentissage, bien en changeant le nombre de séquences d'une APSA sur le cycle d'apprentissage, ou bien encore en changeant l'APSA au profit d'un autre champ d'apprentissage pour, encore une fois, favoriser une pratique vers l'extérieur en suivant les recommandations sanitaires. Évidemment, tout ceci nous amènerait à revisiter les niveaux d'exigence attendus en termes d'AFL, d'AFC ou bien de choix de positionnement dans le socle commun. Donc, pour suivre l'illustration que vous a présentée Vincent, là nous sommes dans la programmation des APSA et les exigences sur l'année et le cycle d'apprentissage donc dans notre établissement à Boulogne-sur-Seine, où l'on voit que certaines activités disparaissent au profit d'autres afin de limiter les contacts physiques entre les élèves. Donc la lutte disparaît, l'acrosport également. Donc vous le voyez par exemple dans cet exemple, nous faisons un changement d'APSA et de champ d'apprentissage, puisque le biathlon nous permet de faire pratiquer les élèves à l'extérieur et donc de proscrire l'activité de contact corporel qui est la lutte. Dans ce deuxième exemple, le circuit training va venir remplacer l'acrosport et on a donc fait ce choix. Pourquoi? Parce que l'activité étant programmée en classe de 3e, cela nous permet de redoubler finalement les séquences de cette activité, donc d'augmenter la durée d'apprentissage des élèves dans cette APSA. On a donc, par ce choix de limiter le contact, la possibilité d'amener nos élèves à renforcer les acquisitions dans la compétence attendue. Et enfin, voilà, les changements d'APSA possibles à l'intérieur d'un même champ d'apprentissage afin de pouvoir pratiquer l'APSA à l'extérieur. Et on a fait le choix de remplacer le handball par l'ultimètre car c'est une activité forte de notre établissement qui nous permet d'être pratiquée à l'extérieur. Le degré donc, qui est d'adaptation du parcours de formation disciplinaire et lui, plus sur le fond, il s'agit de repenser les intentions éducatives du projet d'EPS si on venait à conserver ces injonctions liées à la crise sanitaire. L'idée, donc, là, pour nous, ce serait l'adaptation des intentions éducatives à cette génération d'élèves post-confinés, qui devient une priorité sur le plan local, qui amène à modifier le projet d'EPS. On voit 3 points, nous. Ce serait changer l'ordre des priorités du projet d'EPS, une première possibilité, redéfinir les objectifs prioritaires en fonction de l'état de santé sanitaire des élèves, et bien entendu, revoir les exigences de fin de cycle, et mettre en œuvre une nouvelle politique sur au moins, j'allais dire, un cycle, c'est-à-dire 3 ans. Si on regarde dans notre établissement, nous avions les besoins des élèves avant mars 2020, qui nous ont permis d'identifier 3 types d'objectifs prioritaires dans notre établissement. Au regard des nouveaux besoins qui apparaissent après le post-confinement du 11 mai, on voit bien qu'il s'agit, comme l'ont dit les différents interlocuteurs précédents, qu'il s'agissait de reconstruire du lien social entre les élèves, proposer une réathlétisation des élèves et une construction d'habitudes de pratique physique, et trouver des plaisirs et de s'épanouir dans la pratique de l'EPS. Ce qui nous amène à chanter le premier objectif pour envisager plutôt de permettre aux élèves de développer et entretenir leurs ressources de façon autonome et changer les priorités puisqu'on passerait cette fois-ci donner le goût du plaisir pour construire des habitudes de pratique et construire des pratiques collaboratives en priorité dans notre établissement. Nous allons maintenant aborder le point de vigilance numéro 6, adapter les formes scolaires de pratique aux préconisations sanitaires. Pour cela, on peut refaire un état des lieux donc du contexte. On a un sentiment d'incomplétude de notre enseignement à distance. Il y a eu des émotions collectives fortes vécues, aussi bien du point de vue des élèves que des collègues, mais de toutes les disciplines confondues. On a pu voir pendant cette période une ingénierie didactique, notamment au niveau du numérique, qui s'est développée et qui a investi tous les collègues. Et pour nous, on avait le sentiment d'une disparition physique du lieu de rencontre, qui était la classe, l'école et le gymnase. Donc les conséquences, c'est qu'il y a eu un sentiment d'isolement des élèves. Pour nous, on avait l'impression de faire des contenus descendants, une déshumanisation de notre enseignement, pas de régulation directe avec des apprentissages et une perte de sens de la notion de communauté scolaire. Donc, tout ça nous amène à réfléchir et on s'est aperçu, donc, comme beaucoup de collègues, du paradoxe que nous impose cette situation et notamment les repères de préconisation sanitaire, puisque on nous impose une distanciation donc que l'on comprend et en même temps, on a une volonté de l'institution de remettre le collectif au centre des apprentissages et donc la nécessité de reconstruire du lien social. Le paradoxe, il est donc là et au bout du compte, comment est-ce qu'on va pouvoir contourner l'obstacle? Alors, on a pris le parti d'essayer de ne pas le contourner mais de s'appuyer dessus pour le franchir.
puisque le pari est audacieux. Et la question que l'on pose et qui nous est posée, c'est comment, à partir d'une distanciation imposée, construire une proximité réaffirmée, une proximité peut-être davantage solidaire encore, dans un contexte où les plus jeunes de nos élèves portent, à l'instar de leurs aînés, une responsabilité renforcée dans la gestion de cette crise. Alors, pour dépasser ce paradoxe, nous mettons en avant quelques pistes de réflexion: l'interdépendance positive pour renforcer le lien social, la réathlétisation et la progressivité de la remise en condition physique des élèves, qui a été abordée précédemment par Mickaël, la continuité du parcours de formation et l'adaptation des choix prioritaires dans le parcours de formation. On a les rôles sociaux, le choix des contenus ciblés, les niveaux d'exigence et les aménagements. On va, par rapport à l'exemple qu'on va vous proposer sur le combiné athlétique dans le champ d'apprentissage 1, se centrer sur les rôles sociaux. Au collège Arnaud Beltrame, dans le cycle 4 pour nos troisièmes, on propose la forme scolaire de pratique suivante: réaliser 3 fois 5 minutes de cours avec 2 minutes de récup. Pendant ces 2 minutes de récup, chaque élève doit lancer un vortex avec élan entre chaque course. Il doit réitérer donc 3 fois ces lancers. Ils investissent également le rôle de juge évaluateur, d'athlètes entraînés, préparés. On voit une forme de continuité pédagogique dans les contenus, dans les exigences, parce qu'on va conserver la performance cible individuelle au regard du pourcentage, puisqu'on va tester nos élèves sur leur VMA et donc proposer des performances cibles par rapport à un pourcentage de VMA. On propose également une performance cible sur le lancer du vortex, qu'on a calculé statistiquement par rapport à un lancer à l'amble au début de séquence. On prend bien donc en compte un diagnostic physique de leur état actuel au retour des vacances et du confinement. Si bien qu'on peut penser qu'on a une progressivité de la remise en condition physique des élèves dans cette activité. Chers amis, je vous invite à tranquillement conclure. Vous êtes à 20 minutes. D'accord. La continuité donc des contenus à travers le maintien de la performance liée aux 4 points finaux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette fois-ci, en quoi on adapte, on va chanter cette fois-ci le rôle de juge évaluateur et proposer un rôle de partenaire régulateur. À travers ce rôle de partenaire régulateur, on espère construire une continuité du parcours de formation parce qu'on ne chante pas totalement la forme scolaire de pratique, mais on envisage de travailler sur l'interdépendance positive puisque le progrès de l'autre sera le critère de réussite et d'évaluation pour voir si le rôle de partenaire régulateur a été effectivement effectué. Nous reviendrons plus tard dans le questionnement si vous voulez qu'on se détaille plus ce que nous entendons derrière. Une adaptation des rôles sociaux aux exigences et les exigences du socle, c'est aussi réinterroger le socle. Donc là, on va travailler plutôt sur le domaine 4 et chanter plutôt le domaine 3, puisqu'on va chanter le rôle de juge évaluateur et se centrer davantage sur le partenaire régulateur. Là, on a bien une adaptation des choix prioritaires dans le parcours de formation. Une autre possibilité aurait pu être de prendre en compte une performance en binôme brut pour créer un climat d'interdépendance positif indirect entre nos élèves. Mais notre choix, c'est plus situé sur les méthodes et les outils pour apprendre, donc du domaine 4 des domaines du socle. Merci pour votre attention. Merci à vous. Bien, merci messieurs pour cette proposition. On est dans le pratico-pratique. Alors, moi, je suis vraiment extrêmement content d'avoir entendu l'ensemble de ces propositions parce que je m'aperçois qu'à la fois, on a entendu de la part de Catherine et d'André Canvel d'une réflexion de fond et derrière des propositions extrêmement pratiques. Nous sommes le corps des inspecteurs EPS aujourd'hui extrêmement sollicités par les établissements qui nous posent des questions sur les modalités de mise en œuvre et il me semble que l'ensemble de vos propositions vont être à même de répondre à l'ensemble de ces questionnements. Je vais maintenant laisser la parole à Perrine qui va avoir le plaisir de poser les questions suite au chat que vous avez posé. Vous pouvez continuer bien évidemment à poser vos questions par chat et nos invités y répondront. Perrine, c'est à toi. Merci Patrick. Bonjour à tous, ravi d'avoir pu vous revoir et que vous soyez nombreux connectés avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il est possible, pour que notre interaction soit plus dynamique, de retrouver les visages de nos 5 intervenants. Vous pouvez réactiver vos vidéos si vous le souhaitez pour nos intervenants. Pardon, merci. Super. On retrouve Vincent, Joël, Mickaël. André, je ne te vois pas encore. Et Catherine, si jamais vous pouvez aussi. Super, merci. André, je vais reprendre de fait dans l'ordre des questions qui me sont revenues et
Et puis également aussi peut-être dans l'ordre des présentations, je vais essayer d'équilibrer un peu le temps de retour pour chacun. Merci déjà pour ta présence et ton intervention. J'aimerais bien je me porte parole du plus possible de personnes qui présentent, qu'on revienne sur la distinction que tu fais sur la pratique de l'activité physique et non pas du sport. Je pense que c'est très bien dit d'ailleurs dans le dernier ouvrage de Vigarello. Je pense que la pratique d'activité physique est une pratique qui permet de se libérer d'une certaine forme de fatigue mentale et elle ne nécessite pas de la dimension sportive. L'activité physique, c'est une activation physiologique et qui permet à un moment donné de se consacrer, de se concentrer sur les ressources que le corps peut mobiliser dans un espace quel qu'il soit et sans nécessairement être dans un espace déterminé par des normes extérieures qui sont celles du sport. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes pratiquent une activité physique. Alors, ils l'appellent le sport. Je pense que c'est un peu ça la difficulté à laquelle on est confronté. C'est que, bien entendu, c'est un terme générique et comme tous les termes génériques, ce sont des mots valises qui sont relativement faciles à utiliser et sur lesquels on se retrouve. Mais en fait, je pense qu'on ferait mieux de parler d'activité physique aujourd'hui parce que d'abord, l'activité physique est beaucoup plus accessible que le sport. Pour une raison très simple, c'est qu'on peut la pratiquer sans nécessairement avoir besoin d'aller dans une structure. Et deuxièmement, l'activité physique est plus accessible, quelles que soient les ressources dont on dispose. Or, on sait aujourd'hui que la pratique sportive est une pratique technicisée, qui nécessite des compétences très élaborées, avec des contraintes très fortes portées sur la motricité, et qui parfois, tout simplement, interdisent l'accès à un certain nombre d'enfants, d'adolescents, mais aussi d'adultes. Et on peut le voir assez régulièrement dans l'abandon que l'on constate aujourd'hui à partir de 11-13 ans dans la pratique d'une activité sportive. Donc voilà, je pense que la question de la dimension culturelle de l'activité physique, elle n'a pas besoin du sport pour être culturelle. Je crois que le corps en lui-même est porteur de culture, parce qu'il a son propre langage, il a sa propre spécificité, et je ne peux pas m'empêcher de vous inviter à relire une scolie du texte de Spinoza sur le corps, qui montre combien, déjà dès le XVIe siècle, XVIIe siècle, on était en capacité de pouvoir montrer que le corps disposait de dimensions, je dirais, de liberté que la pensée n'est pas capable de pouvoir, à un moment donné, intégrer. Donc, laissons un peu de côté cette externalisation du sport et concentrons-nous sur le développement de l'activité physique pour tous. Voilà. En effet, et par rapport à l'impact qu'on a nécessairement quand on intervient sur le corps de nos élèves, sans parfois en avoir toujours bien conscience, si on devait faire des priorités, toi avec ton regard, qu'est-ce que tu encouragerais à faire passer en avant, on va dire, dans les interventions ou en termes d'activité physique, même si on veut aller jusque-là? Le goût de l'activité, c'est-à-dire faire en sorte que l'enfant prenne conscience à un moment donné, et très tôt et le plus tôt possible, qu'il doit accorder chaque jour une attention singulière et particulière. C'est pour ça que je parle d'éthique corporelle. L'éthique, c'est vraiment la règle que je me fais pour moi-même, c'est-à-dire être capable à un moment donné de me décentrer de mon environnement pour me reconcentrer sur ce qui fait la spécificité de l'activité physique, qui nécessite d'être attentif, d'être à l'écoute de son corps. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est quelque chose qui s'est développé pendant la période de confinement et sur laquelle il faut continuer d'agir de telle façon à ne pas revenir dans une position antérieure qui était celle où finalement le corps était soit instrumentalisé, soit silencieux. Non, je pense ou soit, encore pire, je dirais, instrument d'agressivité. Le corps, c'est ce qu'on donne à voir aux autres, la première chose qu'on donne à voir. Donc, le souci de soi, c'est aussi le regard porté sur soi-même par les autres. Donc oui, je pense que cette dimension-là du goût de l'effort, le goût pas de l'effort, le goût de l'activité. Oui. Et là où effectivement le paradoxe que les collègues pointaient, effectivement, Joël et Vincent, entre en jeu avec le fait qu'à la fois, et ça résonne aussi avec ce que Catherine Guéguin nous disait sur la nécessité de revenir aussi à l'activité physique au-delà de la notion d'empathie. Tout ça pour dire que le paradoxe, c'est que malgré cette prise de conscience forte, eh bien,
on doit faire attention à la distanciation physique, on doit faire attention aux espaces. Et de fait, là, on me pose pas mal de questions sur la responsabilité engagée par l'enseignant. Et voilà, toi, quel est ton point de vue dans ta position aussi, dans ta posture oui, quel est ton point de vue? Le texte qu'on a essayé de rédiger pour permettre à un moment donné à l'éducation physique de participer à la reconquête scolaire, parce que c'est un petit peu ça quand même, qu'il y a derrière ça. C'est un texte peut-être un peu œcuménique, qui essaye à la fois de pointer les interdits tout en laissant des espaces de liberté, renforce effectivement la question de la responsabilité, mais pas au sens de la culpabilité, c'est-à-dire de la faute expiatoire que l'on pourrait avoir si on commet une erreur. Je pense que des erreurs, on va en commettre, on en commettra toutes et tous, et c'est logique puisque nous sommes dans une situation anormale. Donc par conséquent, nous découvrons les uns les autres cette situation. Par contre, moi je fais totalement confiance à la capacité d'innovation. Je dis et je répète, un certain nombre d'entre vous ont certainement dû m'entendre ou m'écouter sur cette question. Si on fait Bac plus 5, c'est que nécessairement un professeur d'éducation physique a une réflexion sur sa pratique professionnelle et donc par conséquent a une capacité d'innovation qui doit être largement supérieure à celle que l'on peut trouver dans d'autres lieux. Et j'en appelle, moi, à cette innovation. Je pense que l'innovation est une forme de responsabilisation. Et il y a des choses qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir inventer, qu'il va falloir rationaliser, parce qu'évidemment, il ne faut pas se contenter d'inventer, il faut après essayer de voir comment ça fonctionne. Il y a une dimension expérimentale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la dimension, l'intelligence est collective, elle est expérimentale, elle est collaborative. Donc, je pense qu'on découvre enfin une éducation physique libérée de ces programmes, c'est extraordinaire. En effet. Et la petite question, on reviendra peut-être des fois sur certains de ces éléments-là. J'en profite pour relier à la question de Céline qui nous demandait si il s'agirait de prendre en compte la crise sanitaire dans la formation de nos futurs collègues et notamment dans les illustrations qu'ils pourraient donner. Mais là, on est vraiment dans la logique de la préparation au concours. Je pense que la pensée rationnelle est une pensée de la certitude. Il suffit de regarder les publications de nos scientifiques et l'usage qu'on en fait aujourd'hui, qui montre bien que nos scientifiques sont en difficulté parce qu'ils sont dans l'incertitude. Je pense que il va falloir reconquérir cette part d'incertitude et d'accepter, y compris dans les publications, accepter, y compris dans les copies, puisqu'on m'interroge sur le concours, d'accepter de se lancer parfois dans des considérations qui ne sont peut-être pas nécessairement déjà préétablies ou préformatées. Et j'en reviens à ce que disait Catherine Guéguin. Je crois que la question de ce qui doit nous guider, ce sont plus les valeurs que les normes. Aujourd'hui, notre vraie préoccupation, c'est de reconquérir l'espace scolaire, de redonner toute sa place à l'école de la République dans un moment dont on sait pertinemment qu'elle a affecté fortement les formes de sociabilité, et elle n'a pas fini d'ailleurs. Et je pense que ça nécessite un impératif catégorique qui est celui de l'innovation et de la créativité. Et ça, je pense que nos professeurs d'éducation physique et sportive ont parfaitement cette qualité, cette capacité. Et on a une chance inouïe, absolument inouïe dans notre système, c'est qu'il y a une obligation de scolarité, c'est qu'on a la chance d'avoir tous les enfants. Oui. Faire tous par l'école, en effet. Merci André. Justement, Catherine, j'aimerais avoir votre avis aussi. Vous avez eu la gentillesse du coup d'être présent auprès de nous aujourd'hui, et puis vous avez pu entendre aussi les collègues investir, partager leurs pistes. Est-ce qu'il y a des éléments qui pour vous ont résonné avec ce dont vous parliez, on va dire le lien à l'activité physique d'abord, mais aussi au-delà de ça à l'empathie ou même à la solidarité dont parlait André juste avant? Moi, ce que je peux dire, c'est que l'activité physique, on sait à l'heure actuelle que ça agit sur le corps, c'est-à-dire que le corps va être beaucoup, beaucoup plus résistant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il va augmenter l'immunité, donc nos défenses immunitaires, donc c'est très important, mais il agit sur tous les organes, l'activité physique, mais l'activité physique aussi agit sur notre humeur, c'est-à-dire que l'activité physique fait qu'on se sent beaucoup mieux, c'est-à-dire que quand on est déprimé, quand on est anxieux, quand on est agressif, eh bien l'activité physique va réguler l'humeur, et l'activité physique va agir aussi sur les capacités intellectuelles. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne le savait pas, tout ça. On le soupçonnait, mais à l'heure actuelle, on sait que l'activité physique est bonne pour le cerveau, pour l'humeur et pour le corps lui-même.
Donc l'activité physique, ça, il faudrait le dire à nos élèves. Il faudrait le dire que c'est indispensable pour se sentir bien dans tout son être. Ensuite, au niveau de la science, moi je pense que les scientifiques ne sont pas en difficulté actuellement. C'est-à-dire que quand on est médecin, on est tout le temps en doute sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des données scientifiques qui nous viennent tous les jours, et tous les jours, on s'adapte, on a une flexibilité par rapport aux nouvelles connaissances. Donc, c'est plutôt le public qui se dit, mais alors, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce Covid. Mais nous, on sait qu'il faut beaucoup de patience, et c'est normal. C'est un nouveau virus, il faut du temps pour connaître, et les connaissances scientifiques progressent tous les jours, par essai et par erreur. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement important de dire à nos jeunes que c'est comme ça que la science avance. C'est avec les recherches, avec les connaissances, avec les expériences, les essais et les erreurs, les études scientifiques, qu'on progresse dans nos connaissances. Et que l'heure actuelle, eh bien, le public vit ce que nous, médecins, on vit tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on se pose des questions pour chaque maladie. C'est pour ça qu'on a des réunions collégiales entre nous, médecins, généralement une fois par semaine dans les hôpitaux, pour savoir, ben, tiens, avec tel patient, qu'est-ce qu'on va faire? Et on voit l'état des connaissances qui varient tous les jours. Donc, je pense que ça nous apprend beaucoup, beaucoup sur ce que c'est que la science. Ensuite, je voudrais dire aussi une chose, c'est que dire à nos jeunes que notre cerveau est malléable et qu'on peut progresser tous les jours, c'est extrêmement important. Et donc, de les soutenir, de les encourager. Eh bien oui, là, je vois que tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose. Eh bien, si tu t'entraînes, tu vas progresser. Ton corps peut progresser tous les jours, ton intellect aussi. Tes capacités de collaboration, tes capacités sociales peuvent progresser aussi. C'est-à-dire que nous, les humains, on peut progresser tous les jours si on se le dit et si quelqu'un d'autre nous le dit. C'est ça, donner confiance à l'autre, c'est lui dire qu'il peut progresser toute sa vie. Alors que si on lui dit « t'es nul, t'es incapable, là t'arrives à rien », eh bien ça bloque nos capacités d'apprentissage. Ça, c'est très, très important. Oui, il y a vraiment... Ensuite, quand j'ai entendu parler d'activité physique, l'activité physique, quand elle se fait dans le plaisir, eh bien, on sécrète de la dopamine, de l'ocytocine, qui nous permet aussi de nous sentir beaucoup mieux, moins stressés, et avec la possibilité d'avoir aussi des relations satisfaisantes. Donc, c'est un cercle vertueux de montrer que l'activité physique fait du bien. Il faudrait pouvoir demander à nos jeunes, quand ils font une activité physique, sportive, alors comment tu te sens maintenant? Est-ce que c'est agréable pour toi? Et le fait de le dire renforce le plaisir de faire de l'activité physique. Ça, je pense que ce serait très important qu'ils puissent parler de ce qu'ils ressentent dans leur corps. Très, très important. Oui, en effet, et on voit le lien que vous faites aussi entre l'empathie, le ressenti, le fait de donner des espaces d'expression à nos élèves, le fait que la pensée positive œuvre également de manière importante. De nombreux collègues questionnent notamment aussi les activités qu'on a trouvées en fait pendant le confinement, mais même après le confinement, qui se sont plus ou moins, et sans dévaloriser quelques propositions que ce soit, se sont tournées sur des activités dites de fitness, de circuit training. Oui. Et on a envie de revenir sur des activités plus socialisantes, malgré la nécessaire distanciation physique à conserver. Oui. Mais je pense que nous, les adultes, il faut aussi dire à nos jeunes qu'eux ne sont pas à risque. Les complications chez les jeunes et les ados, c'est rarissime. Donc, je pense que c'est à nous, adultes, de leur bien expliquer que ce virus est dangereux d'abord pour les personnes très âgées. Les morts à l'heure actuelle, c'est 85 ans. En France, l'âge moyen des morts, c'est 85 ans. Et les gens qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies. Mais la grande majorité des enseignants, surtout les enseignants de PS, je suis presque sûre qu'ils sont en pleine forme, ils ne risquent pratiquement rien. Et nos ados non plus. Par contre, c'est par solidarité où on essaye de ne pas diffuser le virus pour pas que ce virus se diffuse à la société entière. C'est ça, c'est une responsabilité collective. C'est pas pour eux, parce que eux, je vous dis, les complications
sévère chez les ados, c'est rarissime. Donc, ce n'est pas pour eux. Donc, ça, c'est quelque chose à leur expliquer aussi. C'est pour la collectivité, c'est-à-dire c'est pour leurs grands-parents, les personnes malades qui vont côtoyer, et donc les personnes fragiles, qu'il faut se protéger. Et donc, vous voyez, ça leur donne la dimension sociale. Et se dire que quand on vit dans un pays ou dans le monde, eh bien, on doit protéger les personnes les plus vulnérables. Ça peut être compliqué pour les jeunes, mais je pense que c'est à nous, adultes, et c'est aux enseignants de leur expliquer ça. Mais les rassurer sur eux, que eux ne risquent pratiquement rien. Très, très important de leur dire. Ben, on entend bien, merci. J'en profite pour partager effectivement l'expérience d'une collègue qui organise par exemple dans son collège un club en sophrologie et cohérence cardiaque qui libère les émotions des élèves, laisse les messages du corps s'exprimer de manière complémentaire à l'EPS. C'est vrai que bon, après encore une fois comme André Campbell le disait, ça appartient à chacun et selon nos compétences d'ouvrir au-delà de l'EPS finalement ce genre d'ouverture en lien avec le corps et où il s'exprime effectivement différemment. Et ce que vous venez de nous dire nous rassure sur le fait que même si il est vraiment préconisé d'adapter le parcours de formation, donc les activités physiques, donc nos programmations, on peut se rassurer tout de même sur l'impact sur nos jeunes, mais c'est vrai que davantage leur donner conscience de la protection. Et pour les enseignants aussi. Oui. Que les enseignants qui sont en bonne santé, la grande majorité, et qui ne sont pas âgés, ils ne risquent rien. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est pas, pour nous, médecins, ce n'est pas une maladie grave pour les jeunes en bonne santé. C'est une maladie grave quand on prend de l'âge ou qu'on est malade. Sauf cas, je dis bien, sauf cas exceptionnel. C'est ça. C'est important de le savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont extrêmement anxieux aussi pour eux. Je pense qu'il faut se rassurer. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez rester parmi nous. On va peut-être faire des allers-retours aussi, notamment entre Michael, tu es intervenu sur les diagnostics par rapport à la condition physique, à l'état moral et psychologique des élèves. Tu nous as offert des pistes. Et puis, en lien aussi peut-être avec ce que André vient de nous dire, une de nos collègues nous dit qu'on parle de remise en forme, de tester l'état physique et psychologique de nos élèves. Alors là, ça va être une position à la fois professionnelle et personnelle, je pense, pour toi, Michael, mais qu'est-ce que vous, dans votre établissement, peut-être que Joël et Vincent pourront répondre aussi, vous pensez effectivement des batteries de tests physiques purs, un temps maximal en gainage, des fins de sauter, est-ce qu'on devrait réellement passer par là, tout en devant faire attention effectivement à l'impact psychologique. Fabrice a répondu déjà à Prune sur ce point, mais vous, qu'est-ce que vous en faites de ces tests-là? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites pas? Pourquoi? Alors, je vais prendre la parole. Après, si Joël et Vincent veulent intervenir, c'est sans souci. Effectivement, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est de proposer sous forme de test, effectivement, un type de pratique, là, le circuit training qu'on a développé un petit peu avec Vincent là justement pour nos collégiens. On est dans un champ d'apprentissage 5 qui n'existe pas dans le cadre formel et dans le parcours de formation formel au collège. Il peut exister à travers effectivement quand même le domaine 4 du socle et puis les compétences générales qui sont inhérentes à l'entretien de sa santé, à la découverte aussi de sa santé quelque part et de son corps. Donc ce qui me semblait intéressant dans le fait de reprendre des activités de type circuit training, c'est d'abord qu'elles sont accessibles à tous les élèves. Si on décline effectivement sur une infinité de difficultés, mais si on décline sur des choses suffisamment simples pour les rendre accessibles à tous les élèves, voilà, on peut toucher tout le monde. Et puis, comme on l'a dit, l'avantage, c'est de basculer sur un mode hybride ou un mode distanciel même total. Qu'en serait-il d'une nouvelle période de confinement? On a été pris de court tous au mois de mars dernier. Je crois qu'il est de notre responsabilité professionnelle, et d'ailleurs, de toute façon, le plan de continuité pédagogique est là pour nous signifier. Il serait dommageable de ne pas anticiper une possible mise à distance de quelques élèves, d'une classe,
des classes de l'établissement. Effectivement, c'est au cas par cas qu'on va pouvoir un petit peu gérer tout ça. Mais on s'est bien aperçu que les collègues, par la force des choses et par la force des choses matérielles et logistiques, être à la maison, c'est pas pouvoir faire du handball, effectivement. Être à la maison, c'est pas pouvoir réaliser des saltos. Être à la maison, c'est beaucoup passer par un aménagement avec très peu de matériel, très peu d'espace. Donc le circuit training nous semblait propice à la fois à tester la condition physique des élèves, assurer leur suivi, et puis comme on l'a dit, peut-être on reviendra dessus, mais à proposer des dispositifs pour accompagner nos élèves les plus en difficulté, nos élèves qui ne pourront peut-être pas apprendre à cause d'une condition physique peut-être très déficiente. Alors c'est le cas habituellement, mais c'est peut-être un peu plus le cas en cette rentrée. Et vous, Joël et Vincent, dans votre établissement, qu'est-ce que vous pensez de ces tests-là? Est-ce que vous passez par là? Comment est-ce que vous avez adapté le test de l'état physique et psychologique de vos élèves? Alors, nous, ce qui nous a orientés, parce que on propose des activités plutôt à l'extérieur, ça a été de réfléchir à la forme scolaire de pratique pour leur redonner du plaisir. Donc, c'était plutôt l'état psychologique de nos élèves lorsqu'on les a laissés fin juin, l'idée de reconstruire du collectif et l'idée qu'ils reprennent du plaisir à pratiquer ensemble. Et donc, j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose à d'habitude. C'est-à-dire que quand on prend les élèves en début de séquence, on les regarde pour savoir déjà ce qu'ils savent faire avant de poser nos exigences. Et donc, le principe, nous, de la progressivité est primordial avant celui de la condition physique générale. Après, évidemment, on va adapter d'un point de vue des ressources énergétiques la grandeur des terrains, le temps de match, toutes les variables didactiques qu'on pourrait mobiliser si on s'aperçoit qu'effectivement le temps de pause qu'il y a eu avec les vacances et le confinement, et puis les élèves qui ne sont pas revenus entre-temps, et repartir sur leurs ressources actuelles et d'adapter nos formes scolaires de pratique à leurs ressources actuelles pour leur redonner du plaisir et le goût de pratiquer ensemble et le goût de pratiquer et d'avoir des habitudes de pratique. Juste pour compléter le propos de Vincent, effectivement, notre réponse, elle se fait dans un contexte situé qui est celui d'un établissement rural avec un public plutôt en réussite scolaire et qui a pu, j'allais dire, vivre un confinement tel que ne l'ont pas vécu de nombreux enfants de l'Académie de Créteil. C'est-à-dire que lorsqu'on a une maison, un jardin, on peut faire effectivement des séances de circuit training à la maison et suivre une forme de continuité pédagogique plutôt active en EPS. Et nous, plutôt, ce qui nous a vraiment marqué, Vincent parlait tout à l'heure d'émotion collective, c'est le désespoir de nos élèves au mois de juin lorsqu'il a fallu sélectionner ceux qui viendraient, qui ne viendraient pas, en particulier les élèves qui étaient des enfants de soignants, d'enseignants, et les autres qui n'ont pas pu revenir. Et j'allais dire, l'état de remobilisation prioritaire dans notre établissement, encore une fois, on parlait de contexte, il est en priorité psychologique. Et c'est la raison pour laquelle on a mis l'accent là sur les rôles que les élèves allaient jouer, pas forcément effectivement dans un premier temps sur le niveau de ressources initiales, puisque comme le dit Vincent, c'est quelque chose qui fait partie j'allais dire, du fonctionnement de l'enseignant d'EPS classiquement, mais vraiment comment reconstruire une forme scolaire de pratique qui permet de renforcer les rôles sociaux, de les faire jouer différemment, ou bien même d'en faire émerger de nouveaux, avec des associations qui limite la communication entre les élèves pendant la pratique et pendant les phases statiques de l'activité. Voilà. Dernière question, Perrine, s'il te plaît. Oui, en fait, difficile de sélectionner la dernière. On avait une question par rapport à une forme de pratique, une forme scolaire de pratique pour les sports collectifs, notamment dès qu'il y a un relais de type manipulation de balles, échange, par exemple en volley, en handball, en basket. Est-ce que pensez-vous de la possibilité de pratiquer du volley en effectif réduit avec l'ajout d'une zone interdite au niveau du filet? Est-ce que vous y avez réfléchi à ces pratiques où la manipulation et l'échange sont plus importants et où les risques, donc, de fait, le sont également? On a la chance, entre guillemets, de pouvoir transformer notre parcours de formation et donc de plutôt proposer des activités où la distance de charge est plus grande, où il y a moins de contact, et ainsi de suite. Après, si on est amené à réfléchir seulement sur la forme scolaire de pratique, parce qu'on ne peut pas changer l'activité, évidemment, on va plutôt choisir une activité comme le volleyball où le contact est seulement on va échanger seulement une balle et donc pas de contact entre nous. On va plutôt favoriser l'ultimètre
Et il ne me semble pas que les recommandations, entre guillemets, qui sont mises dans la circulaire actuelle imposent qu'on fasse des relais ou des choses comme ça. On peut maintenant repratiquer le volleyball comme il était pratiqué avant. Après, il y aura des mesures entre guillemets, de décontamination des mains avant et décontamination des mains après la séance. Mais je pense qu'il faut relativiser, entre guillemets, la transmission de ça, enfin, en mon sens. Hein. C'est moi qui m'engage personnellement, mais l'idée, c'est que même mettre une distance au niveau du filet, oui, pourquoi pas. On pourrait très bien se dire que de toute façon, il ne faut pas toucher le filet, donc mettre 50 cm devant le filet et 50 cm de l'autre côté, ça fait 1 mètre de distance. On assure un minimum de 1 mètre pendant la pratique. Dans la circulaire, c'est marqué 2 mètres. Bon, on essaye de faire au mieux. Mais après, ça éloignera trop l'attaquant près du filet. Donc, bon, c'est toujours, j'ai envie de dire, c'est du bon sens. Mais il ne faut pas se bloquer sur les formes scolaires de pratique, puisqu'on en a le droit. Après, il faut réfléchir selon sa bienveillance et le niveau d'exigence qu'on va avoir avec nos élèves. Merci. Je pense que certaines réponses ont été apportées à quelques questions qui sont apparues en cours, notamment sur le maintien du lien présentiel-distanciel et autres outils qui permettent ce lien. Et je me permets moi aussi de renvoyer au site académique où un ensemble de ressources ont été partagées. Voilà, ça apparaît, c'est magique. Hein, on parle d'une chose et elle apparaît à l'écran, j'adore. Et où notamment on fait effectivement des propositions en termes d'outils, nature des outils, distanciels, présentiels, le fait de passer aussi des fiches de suivi du circuit training à l'aérobic avant de reprendre sur de la gymnastique, par exemple. On a une de nos collègues, Mélanie Avis, qui avait proposé notamment quelque chose de cet ordre avant de pouvoir revenir éventuellement au contact de la cross-sport. Voilà, peut-être des progressions qui peuvent se faire comme ça. Merci en tout cas à l'ensemble des collègues André, Catherine, Vincent, Joël, Michael. Et je repasse la parole à Patrick. Merci Perrine. Je vais effectivement conclure ce webinaire numéro 4. J'espère qu'il aura contribué à répondre à certaines de vos questions. En tout cas, c'était notre but, c'est de vous apporter notre aide et notre éclairage au travers de témoignages qui ont tous été, à mon sens, de grande qualité. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et donc vous aurez la possibilité de le revoir en ligne sur notre espace disciplinaire, site EPS disciplinaire. Dans formation webinaire, vous aurez aussi l'occasion de revisionner les 3 premiers webinaires qui se sont déroulés au mois de juin, dans un contexte de reprise progressive de l'EPS. Et puis, voilà, j'aimerais vous donner rendez-vous pour le webinaire numéro 5 qui aura lieu le 7 octobre, donc très prochainement, qui sera dédié au savoir nager. On essaiera de voir comment organiser le parcours de nos élèves vers l'attestation du savoir nager. Les inscriptions se feront également sur notre site dans l'espace formation webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à nos invités. Un grand merci pour votre intervention. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci à Johan aussi, qui a été dans l'ombre aujourd'hui, mais qui, grâce à lui, a permis que ce webinaire se déroule merveilleusement sur le plan technique. Merci, Johan. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde.